Bonjour à tous et merci pour être ici avec nous pour voir ce webinaire de fécondation in vitro avec donation d'ovules. Et aujourd'hui, je vais parler spécialement de ce traitement et de comment nous sélectionnons nos données. D'accord? Nous allons parler des raisons physiologiques qui poussent à choisir une donation d'ovules, comme peut-être l'âge de la femme, la qualité ou quantité d'ovules, ou avoir des traitements manqués avant. Aussi, du processus que la femme ou la couple doit faire pour accepter la donation. Et comment choisir la clinique quand nous avons pris la décision de faire un traitement de donation d'ovules? Comment se passe la sélection de nos données à notre clinique? Et aussi, comment nous faisons les matching avec les patients, avec la receveuse, et comment nous organisons les traitements pour nos patients. Les raisons physiologiques qui peuvent pousser à choisir ce traitement avec donation, la plus fréquente, c'est l'âge de la femme. Pourquoi? Parce qu'à partir de 43 ans, les 90% de nos ovules ont des altérations génétiques. Et aussi, à partir de 37 ans, la réserve ovarienne commence à descendre et peut être très basse avec 40 ou plus ans. Avec tous ces résultats, tous ces paramètres, nous avons beaucoup de difficultés pour obtenir un embryon avec des possibilités réelles de grossesse évolutive. Aussi, nous pouvons voir femmes avec une qualité ou quantité d'ovules mauvais. La raison peut être très variable, de maladies gynécologiques comme l'endométriose ou de maladies de l'immunité ou des kystes ovariens. Ou aussi, nous pouvons avoir une ménopause précoce. Il y a d'autres patients qui peuvent avoir d'antécédents d'échec. La raison peut-être l'âge, mais aussi échec d'implantation ou manque d'embryo dans le traitement, ou embryo de mauvaise qualité, ou infertilité sans cause connue après beaucoup de traitements. Et il y a aussi une petite proportion des patients que pour sa propre décision, elle ne veut plus faire de traitement et elle décide de changer à la donation d'ovules. Quand nous décidons ou quand nous devons, pour accepter la donation d'ovules, nous devons faire un processus actif d'acceptation parce que c'est nécessaire de faire un deuil génétique et nous devons renoncer à nos propres ovules. La patiente doit renoncer à sa génétique et aussi elle doit accepter la donation et la donneuse. Durant l'accompagnement, nous allons répondre à toutes vos questions auprès du futur de l'enfant, de ressemblance de l'enfant ou de la possible acceptation de l'enfant et aussi de le risque. Et quand nous avons la décision claire, comment est-ce que nous pouvons décider où faire les traitements? Pourquoi les patients choisissent
l'Espagne. Il y a 5 raisons principales. La première est la législation. Ici en Espagne, nous avons une législation ouverte et non excluante. Et aussi, la loi bioéthique est très sûre et nous avons plus de 30 ans d'expérience. Les taux de réussite sont supérieurs à la moyenne européenne et Espagne est un pays leader dans la donation aussi d'organes et de gamètes. Et aussi, c'est très clair et c'est spécialement important dans la situation d'aujourd'hui avec tous les Covid, la proximité d'Espagne avec la France et la facilité de déplacement. L'Espagne est le premier choix pour le traitement de donation d'ovocytes pour toutes ces raisons. Et comment choisir votre clinique de fertilité? Nous pensons qu'il y a des critères médicaux et humains très importants, comme peut-être le taux de réussite audité ou la taille de la clinique, et aussi le département interne des données d'ovocytes, le suivi que la clinique fait, la disponibilité, le personnel francophone, les horaires, la situation géographique pour voyageurs, les garants de qualité de la clinique. Et pour moi, c'est très, très important. J'explique toujours à les patients que c'est très important la perception personnelle des patients avec les docteurs et avec l'équipe en général. D'accord, nous avons sélectionné notre clinique. Comment est-ce que la clinique fait la sélection des données? Ce sont des femmes entre 18 ans et 34 ans, normalement entre 20 et 30 ans. Et elles doivent être exemptes de maladies, elles et ses familles, des maladies comme peut-être le cancer, mais aussi maladies psychiatriques comme la schizophrénie ou l'alcoolisme. Si la femme n'a pas de maladie, nous commençons tous les tests dans notre clinique. Nous réalisons des tests psychologiques et psychiatriques, un entretien avec un psychologue, un bilan sanguin pour écarter toutes les maladies de santé générale comme la diabète, le sida, la hépatite, une révision gynécologique aussi, et aussi une vérification de la réserve ovarienne pour être sûr qu'elles sont une bonne réserve avec bonne qualité et quantité d'ovules. Et aussi, nous faisons des génétiques à la donneuse pour vérifier qu'elle ne porte pas de maladies sans le savoir. Si tous les tests sont bien, la femme peut faire la donation. Et après, quand nous avons une patiente qui a besoin de la donation, comment est-ce que nous faisons les matchings? Comment est-ce que nous sélectionnons sa donneuse? Le premier, c'est avec les caractéristiques physiques. Nous cherchons la femme plus proche au receveur, avec les phénotypes, avec l'origine, avec les couleurs de peau, l'odeur, la taille, les cheveux, les yeux et les groupes sanguins aussi, les sanguins aussi. Et nous pouvons faire aussi un matching génétique pour réduire le plus possible les risques de maladies génétiques dans les futurs enfants. Pour nos patients, comment se passe le traitement dès que nous avons décidé que nous allons faire le traitement, aussi plus ou moins les dates. Dès que nous commençons, dès que nous confirmons le traitement,
jusqu'à le transfert d'embryon, le délai peut être 6-8 semaines. Nous commençons avec la sélection de votre données, le matching, comme je vous expliquais. Et après, nous devons synchroniser le cycle de la donnée avec la receveuse. Nous faisons un cycle d'essai de 3 semaines plus ou moins pour ces synchronisations. Et après, nous commençons le cycle réel avec la préparation de l'endomètre. Et dans ce cycle réel, la donneuse va faire la stimulation ovarienne. Et le jour de la ponction ovarienne, nous allons faire la fécondation, l'ICSI de tous les ovules de la donneuse avec le sperme de les partenaires ou d'un donneur si c'est nécessaire. À partir de ce jour, nous allons voir le développement de tous les embryons dans les laboratoires avec nos incubateurs et le système time-lapse aussi. Et dans le jour 5, c'est très important pour nous dans notre clinique, la transfert au jour 5. Nous allons sélectionner les meilleurs embryons pour les transferts dans l'utérus de la femme, de la patiente, de la receveuse. Et si nous avons plus d'embryons, nous les congélerons pour le futur. Ici, nous avons un exemple, un schéma de qu'on peut être un traitement dans notre clinique. Nous commençons avec la synchronisation avec la donneuse. Pour ça, la receveuse doit prendre des estrogènes durant 2-3 semaines. Nous faisons une échographie, que c'est tous les contrôles, la patiente le peut faire ici à notre clinique ou chez gynéco. Nous faisons une écho pour voir si l'endomètre est prêt. Et après une semaine de progestérone, nous avons une deuxième règle. Aussi, nous recommandons une piqûre que c'est pour arrêter la fonction ovarienne durant le cycle réel. Et dans le cycle réel, nous allons préparer l'utérus de la femme pour recevoir l'embryon. La patiente commence le traitement avec estrogène durant aussi 2 ou 3 semaines et la donneuse commence aussi la stimulation à le même temps. Le jour de l'ICSI, c'est le jour que le partenaire doit recueillir le sperme aussi. Et ce jour, nous allons faire la fécondation de les ovules. Et 5 jours après, nous allons transférer les meilleurs embryons. Un jour après le transfert de l'embryon, nous pouvons faire un test de grossesse avec une prise de sang pour voir si la femme est enceinte ou non. Ici, nous avons les mêmes exemples, mais avec date. Par exemple, si nous commençons avec le cycle d'essai le 5 d'avril, nous pouvons faire la première écho pour voir si l'endomètre est prêt le 22 avril et la règle arrivera le 4. Avec ces règles, le 4 mai, nous commençons le cycle réel. Nous faisons une échographie et une prise de sang pour voir le niveau de les hormones le 20 de mai. Et le 24, c'est le jour estimé, serait le jour estimé pour la ponction ovarienne et l'ICSI. À partir de ce moment, notre laboratoire vous informe du développement de tous les embryons. Et dans le jour 5, nous transférons les meilleurs embryons et nous congélons le reste si nous savons plus. Le 9 de juin, nous allons savoir si la femme est enceinte. D'accord? Ce sont environ 7 semaines, non plus.
Et notre objectif final est d'amener nos patients à réaliser le rêve d'être parents. Et pour cela, nous mettons à votre disposition tous les moyens médicaux, technologiques et humains. Nos patients sont au cœur de notre méthode de travail et nous mettons tout en œuvre pour que le traitement soit le plus agréable possible. Chaque étape a été pensée dans les moindres détails afin de vous apporter tranquillité durant tout le processus et au cours duquel notre équipe sera à vos côtés. Ici, vous pouvez voir les différentes cliniques que notre groupe a. Ici, en Espagne, nous avons 3 cliniques. À San Sébastien, où je travaille, mais aussi à Madrid et à Alicante. Et nous avons 2 cliniques plus à Manchester et à Baden-Baden. Et pour ma part, c'est pour moi tout. Merci pour votre attention et maintenant nous pouvons commencer les questions et les débats. Merci beaucoup, Elisa. Très instructif. Alors, voilà, je pense que ça a inspiré nos participants qui ont déjà commencé à poser leurs questions. Donc, si vous le voulez bien, je vais, moi, lire à voix haute les questions qui nous sont posées et laisser la parole ensuite au docteur pour qu'elle y réponde. Donc, nous avons une première question qui dit « Bonjour, comment pouvez-vous vérifier la véracité des informations fournies par la donneuse sur les antécédents familiaux comme les maladies, l'alcoolisme, etc. » Normalement, toutes les femmes, quand elles viennent à la clinique, elles veulent aider à autres personnes. Et toute l'information que nous donne en général est vraie. Et aussi, elles doivent signer une déclaration sur CERMED, de que toute l'information qu'elle nous donne, c'est vrai. Merci. Une autre question qui dit « Pouvez-vous préciser l'importance du groupe sanguin ?» L'importance du groupe sanguin, ce n'est pas très important. Il n'y a pas un problème d'incompatibilité. Par exemple, si la femme, notre patient est B+, le partenaire est 0 et la donneuse est A+, il y a un problème d'incompatibilité. La raison pour choisir une donneuse avec un groupe compatible avec la patiente ou la couple, c'est pour si dans le futur, les patients ne veulent pas raconter à son enfant qu'ils ont fait un traitement avec donation d'ovules. Par exemple, si une femme, une donneuse A+, donne à une femme B+, et l'enfant a un groupe sanguin de A+, et les patients ne veulent pas que son fils connaisse qu'ils ont fait un traitement de donation, il peut, dans l'école, il peut savoir avec un exercice très facile de génétique qu'il y a quelque chose de rare. Et si après, si les parents n'ont pas donné l'information à l'enfant, mais après, ils trouvent la vérité, c'est le problème. Nous avons un problème. C'est pour ça que nous recommandons expliquer à l'enfant la donation comme une chose très naturelle, mais nous sélectionnons la donneuse avec les groupes compatibles pour éviter ce type de problème. Merci.
Quelles informations la loi vous permet de donner aux receveuses ou futurs parents sur les donneurs? La donneuse ne peut pas avoir d'informations de les futurs parents et les receveuses peuvent avoir information des caractéristiques du phénotype, des caractéristiques physiques, l'âge de la femme aussi, et les groupes sanguins. C'est les seules choses qui sont données, effectivement. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Avez-vous des donneuses d'origine asiatique? Merci. Nous avons un petit nombre de donneuses asiatiques, mais c'est très, très difficile pour les cliniques trouver donneuses avec ces caractéristiques. C'est très, très difficile. Probablement, c'est une question culturelle. Mais oui, nous avons un petit nombre, un peu d'ovules avec ces caractéristiques. Mais c'est très difficile pour nous. Oui, c'est pas facile. Et puis, l'Asie est très vaste. Il y a énormément Oui. d'origines asiatiques qui sont différentes. Donc, oui, c'est difficile. Donc voilà, la même personne redemande une explication donc, sur ce que nous disent les donneuses. Effectivement, on ne se base que sur la déclaration sur l'honneur. Oui, en fait, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que légalement, les donneuses, en signant cette déclaration, s'engagent également à répondre au cas où ce qu'elles ont déclaré n'était pas vrai. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Ensuite, il y a des maladies qui sont détectées ensuite avec les tests qui sont faits, les tests médicaux, on arrive à regrouper ce qui a pu être déclaré, on arrive à détecter très facilement les incohérences. Non, Elisa? Oui. Voilà. Alors, il y a une personne qui nous dit que le son est très mauvais. Alors, honnêtement, personne ne nous a rien dit depuis le début. J'espère que ça ne concerne qu'une participante. Bonjour, je suis blonde aux yeux bleus. Est-ce que ce sera plus long de trouver une donneuse en Espagne? Votre donneuse, une receveuse de même. Vous êtes avec le Je même suis sur la phénotype? première. Je suis blonde aux yeux bleus. Est-ce Oui. que ce sera plus long de trouver une donneuse en Espagne? Non, ce n'est pas des... Est-ce que ce sera plus long? Non, nous avons beaucoup de données avec ces caractéristiques aussi, spécialement, oui, nous avons beaucoup, oui, spécialement ici dans le nord, à Saint-Sébastien, mais aussi à Alicante et à Madrid, nous avons beaucoup de données avec ces caractéristiques. Oui, je confirme. Je suis moi-même à Alicante et, oui. C'est pas un problème. Bonjour, est-ce que la donneuse va donner à plusieurs receveuses? Oui. Si oui, à combien? D'accord. Et les donneuses peuvent donner plus d'une fois. Et les limites, c'est les enfants qu'une femme peut avoir dans le même pays. Et pour exemple, ici, en Espagne et aussi en France, les limites est 6 enfants pour chaque femme. Si la donneuse fait une donation et nous n'avons pas de bons résultats, il n'y a pas une grossesse après cette donation, c'est une donation que c'est comme zéro. Mais si, par exemple, nous avons 2 enfants pour une grossesse de jumeaux, c'est comme des donations. Et puis aussi, si je peux préciser, Elisa, ce que nous, on garantit aux patientes, ce sont des embryons, pas des ovocytes. Donc, c'est pour ça que... Oui, nous travaillons avec garantie de nombre d'embryons et non de nombre d'ovules. C'est mieux pour les patients, spécialement quand le traitement ne marche pas très bien. Pour un facteur masculin
ou pour la qualité des embryons, peut-être beaucoup de raisons. Il peut y avoir beaucoup de raisons, mais c'est pour ça que nous travaillons avec les différentes garanties de nombre d'embryons. Et si nous n'arrivons pas à la garantie, par exemple, nous avons garanti à la patiente 3 embryons et nous avons un seul embryon et après le transfert, il n'y a pas une grossesse, nous devons chercher une autre donnée ou avec la même donnée aussi nous pouvons faire le cycle, mais habituellement nous cherchons une autre donnée et nous faisons un deuxième cycle sans cause pour le patient. Non, c'est vrai, c'est une question qui est souvent posée parce que c'est vrai que c'était ce que les cliniques proposaient auparavant, un nombre d'ovocytes, où il y a encore quelques cliniques qui le font d'ailleurs, mais c'est vrai que ce n'est aucun gage de qualité pour les patientes parce qu'avoir un nombre d'ovocytes, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de fécondation. Oui, oui. C'est mieux pour les patients, je pense. Moi aussi. Bonjour, est-ce qu'il y a un examen qui va montrer que la receveuse ne peut pas utiliser ses ovaires? Donc ça, c'est avant de prendre la décision de... Et il y a quelques tests qui peuvent nous dire que les possibilités avec l'ovule de la patiente sont très, très, très bas. C'est difficile qu'un docteur dise que c'est impossible d'avoir une grossesse avec le propre ovule, mais avec une échographie pour voir la réserve ovarienne et aussi avec l'hormone antimulérienne, avec ces dates et aussi plus ou moins l'âge de la femme, nous pouvons avoir toute l'information ou beaucoup d'informations pour lui recommander la donation d'ovules. À partir de 44 ans de la femme, nous recommandons normalement la donation d'ovules parce que les chances avec l'ovule de la patiente sont très, très, très basses. Mais ce sont ces examens. Il n'y a pas un examen qui soit très, très clair, non, pour dire non, c'est impossible. Qui nous aide à voir la réserve ovarienne et donc à avoir un petit peu une idée de comment fonctionnerait un cycle de FIV traditionnel. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de science exacte pour oui, c'est ça. Ouais. Bonsoir. Les règles de sélection des donneuses sont-elles les mêmes dans toutes les cliniques espagnoles? Plus ou moins, probablement oui, parce que la loi dit que les donneuses devaient être femmes à une bonne santé et nous savons, c'est nécessaire de faire quels tests. Il y a beaucoup de tests qui sont obligatoires, mais aussi il y a d'autres tests que la clinique peut décider de faire, comme peut-être les tests génétiques, comme les TCRS que nous faisons, pour augmenter les chances de succès ou pour réduire les risques dans l'enfant. Mais il y a des critères obligatoires et aussi il y a d'autres critères qui sont optionnels pour chaque clinique. Merci. Bonjour, pourquoi synchroniser les cycles donneuse-receveuse alors que c'est plus facile avec des ovocytes congelés? Merci. Nous travaillons aussi avec ovocytes congelés. Par exemple, si la donneuse a déjà fait la stimulation parce que elle avait des examens ou un Erasmus, nous pouvons faire la stimulation et congeler les ovocytes aussi. Mais pour nous, quand nous faisons une stimulation, ces données doivent avoir une receveuse. C'est pour ça que nous ne devons pas accumuler beaucoup d'ovules dans notre banque.
parce que peut-être un problème pour la clinique. Et c'est pour ça que nous essayons toujours de faire le cycle avec des ovules frais. Mais c'est possible aussi de travailler avec l'ovocyte congelé. Oui, c'est tout à fait possible. C'est juste que c'est un passage en plus, une étape en plus pour un ovocyte, alors que c'est vrai que s'il est en frais, justement fécondé, c'est aussi un risque en moins pour l'ovocyte. Oui, et nous pouvons aussi avoir quelques ovules moins après la décongélation. Quelques ovules en moins, la décongélation. Ok. Quel est le taux de réussite avec un don d'ovocyte? Avez-vous suffisamment de donneuses noires? Le taux de réussite avec la donation d'ovules, c'est 70-72% avec un transfert. Et oui, nous avons suffisamment de données noires pour les patients noirs que nous avons, oui. Nous avons un bon nombre de données noires. Le phénotype asiatique est un peu plus compliqué, mais le Oui, reste oui, l'asiatique, c'est très, très compliqué, mais les autres phénotypes, c'est plus facile pour nous. Et nous avons un bon nombre de données de toutes les caractéristiques pour choisir la femme, la donneuse plus pareille, la receveuse. Bonjour, les ovocytes vitrifiés peuvent avoir été donnés combien de temps avant la FIV? Il n'y a pas de limite si la loi, quand la donneuse a fait la donation est la même, il n'y a pas de limite parce que l'ovocyte ou les embryons ne pierden, Ils ne perdent pas la qualité. La vitrification dans le temps, elle n'est pas. Elle n'affecte pas la qualité des ovocytes. Oui. Vraiment une question, au pire, comme dit Elisa, de loi, de législation qui peut changer, qui pourrait obliger à avoir. Mais en ce qui concerne la technique, la vitrification, il n'y a pas de délai. Bonjour, si vous n'avez pas dans votre base de données une receveuse du même phénotype, lancez-vous une recherche où on arrête tout? Alors attendez, parce que dans votre base de données, une donneuse du même phénotype, non, j'imagine? Oui, je pense que la personne a voulu dire une donneuse. Si votre donneuse, une receveuse du même phénotype? Comment est-ce qu'on peut démarcher? Toujours avant de commencer le traitement, nous avons sélectionné la donneuse. Et s'il y a quelques caractéristiques que ce n'est pas la même que de la patiente, que de la receveuse, nous parlons toujours avec la receveuse. Nous l'expliquons les caractéristiques et si elle ne veut pas accepter une donneuse avec quelques caractéristiques différentes, nous ne commençons pas jusqu'à nous avons trouvé une donneuse avec les mêmes caractéristiques. Et comment on la trouve? Alors, parce que la personne demande au niveau des marchages, tous les jours, il y a des donneuses, des candidates qui rentrent. Oui, ce sont les femmes qui viennent à la clinique pour s'informer de la donation. Et aussi, nous cherchons dans les universités. C'est très habituel aussi, très, très fréquent aussi que les donneuses informent à ses amis. Oui, c'est souvent du bouche à oreille après. Et aussi, comme nous avons différentes cliniques en Espagne, nous pouvons parler avec d'autres cliniques aussi, à Madrid, à Alicante. Oui. À partir de quel âge on ne peut pas procéder à une fécondation in vitro et quels sont les taux de réussite à partir de 50 ans? En fécondation in vitro avec les propres ovules, j'imagine. Nous n'avons pas de limite pour faire une fécondation in vitro, en limite pour la loi, mais notre recommandation est n'essayer pas une fécondation in vitro à partir de 44 ans, 45, parce que les taux de succès sont
vraiment très, très, très basse. Et, et à partir de 51 ans, nous ne recommandons pas faire aucun traitement. Parce que pour nous, c'est peut-être un peu les limites de l'âge de la femme. Et nous devons toujours valorer chaque cas, mais à partir de 50 ans, les risques pour la grossesse peuvent être plus hauts. Il faut passer de toute façon par le biais d'un comité bioéthique et médical Oui. à la voilà, c'est pas aussi simple. Normalement, la limite en ce qui concerne les cliniques du groupe IVF Life sont 50 ans et 11 mois. Y a-t-il un partage de banque de dons d'ovocytes entre toutes les cliniques en Espagne? Non. Normalement, chaque clinique a son propre banque d'ovules et de dons. Il y a des cliniques qui n'ont pas d'ailleurs de département de donneuses. Oui, et qu'elles ont besoin de nous demander des données ou d'ovules de nos données, mais notre clinique, par exemple, a son propre banque d'ovules. En chaque clinique, à Madrid, à Alicante, à San Sebastián. Peut-on choisir le donneur de sperme? Et si oui, quelles sont les caractéristiques que le peut choisir? Pour loi, en Espagne, le donneur et la donneuse doivent avoir les mêmes caractéristiques de la patiente ou de la couple. Nous pouvons choisir quelles caractéristiques, mais toujours dans notre phénotype, d'accord? Dans notre caractéristique ou de notre famille. Mais choisir le donneur, que ce soit de sperme ou d'ovocytes, ce n'est pas possible. Non, la donation en Espagne, c'est anonyme. Nous ne pouvons pas choisir la personne. Ce n'est pas possible. Et nous pouvons choisir un peu plus ou moins les caractéristiques, mais toujours dans notre phénotype. Pour quelles raisons les donneuses donnent-elles leurs ovocytes en Espagne? Normalement, elles ont une double motivation. La première motivation est aider à autre personne, autre femme, pour avoir une femme. Et ici en Espagne, nous avons, il y a conscience, beaucoup de conscience sur la donation en général. Et aussi, bien si la donation pour loi est altruiste, nous donnons à les donneuses une compensation parce qu'elles doivent faire beaucoup de tests, beaucoup de rendez-vous, prendre un traitement avec des piqûres et nous les donnons une compensation que les motive aussi, c'est un motif aussi, non? C'est une motivation aussi. Bien sûr. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais... Mais j'ai vu dans la liste des questions, si tu veux y répondre maintenant, qu'il y a une personne qui souhaitait savoir combien sont payées les donneuses. Comment? Il y a une personne combien? En parlant de ça, combien sont payées les donneuses? J'ai vu que nous avions une question plus loin qui demandait ça. Ça dépend de la donnée, c'est de la clinique, mais plus ou moins 900 €, plus ou moins. Oui, j'aurais dit pareil. Pas mon domaine, mais oui, à peu près. Alors, je reviens en haut. J'étais partie. Ce n'est pas beaucoup pour tous les tests et tous les traitements qu'elles doivent faire. C'est une fonction ovarienne. La fonction ovarienne. Oui. En parlant de tarifs, on a une question sur les tarifs, donc j'imagine, de traitement de la FIV d'eau. Pouvez-vous nous parler des tarifs, s'il vous plaît? Moi? Oui, c'est la question. D'accord. Des FIV d'eau.
Et, Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que les médecins, en tant que politique des cliniques du groupe, c'est pas une question qui sont abordées par les médecins. Ce sont les assistantes personnelles qui en parlent plus après oui, avec les patientes et les patients. Mais c'est surtout vous dire qu'il y a une fourchette très oui, différente nous avons différents devis. de vie. Ça dépend de la garantie du nombre d'embryons et aussi si c'est possible de faire un diagnostic génétique de les embryons, que c'est très recommandable dans beaucoup de cas. Et le prix, la tarif peut changer en chaque devis. Oui. Oui. Mais ça, n'hésitez pas. Je vois sur l'écran, on a également l'adresse mail de la clinique. Sans aucun compromis, on peut vous envoyer. N'hésitez pas à nous écrire pour nous demander donc les tarifs qui, en plus de ça, pourront s'adapter à votre situation. Et sans aucun compromis, on peut vous les envoyer avec les détails de ce qui est inclus, de ce qui n'est pas inclus, des différentes possibilités. Pour un don d'ovocytes réussi, combien de fois doit-on aller en Espagne? Merci. Et une fois peut-être suffit parce que nous pouvons organiser tous les contrôles, tous les traitements et tous les contrôles avec les docteurs en France ou dans le pays de la patiente. Et la patiente doit venir pour les jours de la fécondation pour recueillir le sperme et 5 jours après pour le transfert de l'embryon. Mais tout le reste de le traitement, la patiente peut le faire en France. Surtout avec la période Covid, on a énormément même de Oui, consultations. oui. Nous organisons toujours avec les plans de traitement les dates et les jours que les patients doivent être ici en Espagne. Et avec une semaine, une fois, ça suffit. Partagez-vous les embryons d'une même donneuse sur un cycle avec plusieurs receveuses? Un petit peu, Normalement, non. Seulement quand la donneuse a, par exemple, 30 ovules pour une seule patient. Nous n'avons, ce n'est pas nécessaire d'avoir 15 embryons et nous pouvons donner seulement une part. Mais sinon, le nombre habituel d'ovules peut être 8, 10, 12, ça dépend, 14. Et c'est tous les ovules sont pour la patiente. Est-ce que si nous avons des pathologies comme le diabète type 1 pour moi et hépatite B pour mon conjoint, cela pose-t-il problème? Si c'est un problème, il y a des risques pour la grossesse et pour l'enfant. Et nous pouvons vous expliquer avant de commencer le traitement toujours les risques des différentes maladies, de la maladie que les patients ont et aussi comment réduire les risques le plus possible. Par exemple, pour la diabète, nous devons contrôler très, très bien la glycémie et l'hémoglobine glycosylée. Et pour l'hépatite, nous pouvons faire un traitement spécial dans le sperme avant de l'exi. D'accord. Est-ce que des tests ou des analyses sont demandés à la receveuse pour s'assurer de la bonne compatibilité des embryons ou que l'utérus de la receveuse est OK pour recevoir et garder l'embryon pour obtenir une grossesse évolutive? D'accord. Ça dépend de la patiente, de l'âge et de si elle a déjà fait des traitements avant ou non. Et avec l'échographie et une prise de sang pour voir la santé générale, peut-être suffit pour une première transfert. Mais aussi, il y a d'autres tests pour voir si la patiente
si la patiente a quel problème d'implantation, peut avoir quel problème d'implantation avec les embryons. Ce sont différents tests, comme peut-être étudier la fenêtre d'implantation avec l'ERMAP, étudier aussi l'immunité dans l'utérus avec l'IMAP, ou étudier s'il y a un problème de coagulation ou d'immunité avec une prise de sang, ou un problème d'infection chronique dans l'utérus avec une hystéroscopie. Il y a beaucoup de tests. Nous devons toujours choisir les plus recommandables pour chaque cas. Nous devons valoriser chaque cas et lui recommander les différents tests. C'est pour ça qu'on porte, on accorde une très grande importance à la première visite, parce que c'est là où on va faire tout le dossier médical très détaillé. Le plus fréquent, c'est n'avoir pas un problème dans l'utérus ou de compatibilité. Mais on va toujours se baser, ce que je veux dire, c'est qu'en général, nos patientes ont déjà un parcours de PMA avant de venir. Donc, c'est vrai qu'on va énormément se baser sur ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir choisir quel test en plus faire en fonction de ses antécédents. Que se passe-t-il lorsque l'ensemble des points du matching ne peuvent pas être remplis? Demande-t-on au couple ses priorités? No entiendo muy bien qué se pasa si lorsque ensemble Si de on n'arrive pas au niveau du phénotype à avoir toutes les caractéristiques, est-ce qu'on demande aux patients de choisir les priorités, ses priorités? Oui. Quand il n'y a pas un matching parfait entre la donneuse et le patient, toujours nous demandons à le patient pour ses priorités. Merci. Pour exemple, peut-être un exemple très facile, le groupe sanguin. D'accord? Nous pouvons avoir une donneuse parfaite pour la patiente, mais avec un groupe sanguin différent. Nous parlons avec le patient si c'est très important pour eux ou non avoir le même groupe, parce que si ce n'est pas très important pour eux, nous pouvons sélectionner ces données, ou sinon nous devons sélectionner une autre donnée, mais un peu plus différente. En moyenne, combien de transferts amènent à une grossesse réussie et aboutie à terme en FIV-DO ou en double don? Ça dépend de chaque patient et de chaque cas. Et le taux de réussite avec la première transfert, quand le problème est clairement la qualité ou la quantité d'ovules et l'utérus est normal, la probabilité, le taux de succès avec une transfert, c'est 70%. Mais il y a beaucoup de patients, il y a un nombre de patients qui, avec la première, la deuxième et la troisième, ils n'arrivent pas à la grossesse. Ça dépend de chaque cas. Mais les taux de réussite, en général, sont très hauts. Oui. Parce que l'ovule et les embryons ont beaucoup de potentiel d'implantation, ont une très bonne qualité. On écarte le problème majeur de Oui. la fertilité. Peut-on refuser un droit au don d'ovocytes à une potentielle receveuse, à une patiente? Un droit? Pour l'âge, au pire? No entiendo muy bien. ¿Podemos rechazar? Voy a hacer un aparte en español. Que si se le puede decir que no, se le puede negar un tratamiento de donación a una paciente. Si le podemos negar nosotros. Sí. Digo, la edad. Toujours, le docteur peut dire pour un raison médicale, normalement, que la grossesse est contre-indiquée et que nous ne faisons pas un traitement. Ces situations sont très rares, très bizarres, mais
le docteur doit chercher toujours la bonne santé de la receveuse, de la femme, de la grossesse et de l'enfant. Il peut y avoir quelle situation où nous avons une contre-indication très, très claire. Bonjour, merci pour cette réunion. Pour une femme qui a eu une ménopause précoce à 20 ans, est-il encore possible d'enfanter après 40 ans? Oui, oui, parce que les problèmes avec la ménopause sont les ovaires et l'ovule. Les ovaires sont sans fonction ovarienne, mais avec la donation d'ovules, nous avons la solution pour ces problèmes parce que l'utérus ne s'affecte pas pour la ménopause. N'est pas affecté par la ménopause. Pouvons-nous connaître autre chose de la donneuse que l'âge, le groupe sanguin et la couleur et le phénotype? En général, non. La donation doit être anonyme et nous ne pouvons pas donner information de la donneuse. En général, non. Non. Avez-vous autant de donneuses malgré la situation sanitaire? Oui, oui, nous avons bonne chance et nous avons des données malgré la situation. Oui, aujourd'hui, maintenant, nous faisons aussi les tests pour les COVID avant à tous les données durant ou avant la punction ovarienne pour vérifier qu'elles ne portent pas les COVID. Bien sûr. Bonjour, avez-vous une garantie grossesse avec don d'ovocytes? Non, ce n'est pas possible d'avoir une garantie de grossesse avec donation d'ovules, de sperme, avec aucun traitement. Ce n'est pas possible. Nous pouvons garantir nombre d'embryons de bonne qualité, sans altération génétique, mais jamais grossesse. Les cliniques qui ont ces arguments de vente ont en général une petite étoile avec des conditions qui sont bien lire. Parce que toujours. Une garantie de grossesse, médicalement parlant, ce n'est pas possible. Bonjour, quel est le taux de réussite avec un endomètre fin de 5 ou 6 mm? L'endomètre, durant la préparation, avant le transfert, doit avoir 7 mm au plus. Elle doit être aussi régulière, doit avoir quelques caractéristiques. Quand l'endomètre est plus fin, et à moins de 7 mm, le taux de réussite peut être plus bas. Ça dépend de les embryons aussi et d'autres paramètres, d'autres caractéristiques, mais nous pouvons parler de 45% de réussite, de 40-45% de taux de réussite. L'objectif sera d'améliorer cet endomètre. Oui, c'est très important pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a quelques patients que son endomètre est 5, 6, 4. Nous avons grossesse un patient avec un endomètre de 4. C'est très, 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 très fin. Enfin, mais les taux de succès sont plus bas. Bien sûr. Pratiquez-vous l'adoption ou le don d'embryon déjà créé pour d'autres couples? Oui, c'est une option ici en Espagne. Quand une patiente ou un couple ne veut pas avoir plus d'enfants après un traitement et ils sont plus embryons congelés, une option qu'ils peuvent choisir, c'est donner ces embryons de forme anonyme aussi pour autres patients. Et aussi, le patient peut adopter un embryon avec les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques et les critères
devenir le même que pour la donation. Choisir des patients ou des donneurs avec les mêmes caractéristiques physiques, avec bonne santé, tous les mêmes. Alors, la personne qui avait demandé tout à l'heure si c'était possible de tomber enceinte, même en étant ménopausée depuis une vingtaine d'années, demande précision. On parle bien avec une FIVDO, pas avec ses propres ovocytes. Pardon, Karine, je ne comprends pas. La personne la question que tu vois, c'est est-ce possible avec les propres ovocytes ou avec une donneuse? C'est en relation avec la question auparavant sur quelqu'un qui est ménopausé depuis l'âge de 20 ans. Ah, c'est impossible avec les propres ovules, mais avec l'ovule d'Indonésie, sans problème. Oui, impossible avec sans vos problème. ovules, mais avec une Oui, donneuse, c'est ça. Oui, pardon pour l'explication. Une donneuse ayant le Covid pendant son traitement, on décale le protocole? En ce moment, nous décalons le protocole, oui. Nous n'avons pas beaucoup d'informations du Covid. Et probablement, l'information que nous avons maintenant, c'est que n'affecte pas à l'ovule durant la stimulation et durant la punction, mais comme nous n'avons, c'est très nouveau, la situation, et nous n'avons pas toute l'information pour réduire les risques le plus possible si la donneuse a le COVID durant la stimulation ou avant la punction, nous cancelons. Nous décalons les traitements jusqu'à les tests négatifs. Une personne nous demande comment nous contacter pour les devis. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui est sur votre écran, info@ivfdonostia.com, en nous précisant bien sûr vos antécédents et un petit peu votre situation pour pouvoir vous passer ou bien tous nos devis de FIVDO ou ceux que nous pensons qui sont les plus adaptés à votre situation. En moyenne, combien d'embryons à jour 5 sont obtenus pour une stimulation? Ça dépend beaucoup des caractéristiques aussi du sperme et de la combinaison de sperme avec l'ovule, mais la moyenne peut être 3, plus ou moins, je pense. Non? 3, 4. Ça dépend du traitement de la patiente. Oui, ça dépend, mais la moyenne peut être 3. Alors, on revient sur la question de l'hépatite B. En France, nous avons fait un parcours de PMA depuis 3 ans à l'hôpital Cochin sans succès. Et apparemment, nous ne pouvions pas aller dans n'importe quel hôpital à cause de l'hépatite B. Il fallait une structure hospitalière sécurisée. On ne nous avait jamais parlé de laver le sperme. Oui, c'est le traitement que je dis que nous devons faire avant la fécondation pour réduire le risque d'hépatite dans l'enfant. Nous pouvons laver le sperme. C'est un processus spécial dans le laboratoire. Nous congelons le sperme et nous analysons l'hépatite dans le sperme. Et si la charge virale est négative, nous pouvons faire les traitements. On parle même de double lavage, non? C'est ça? Oui. Oui, ça dépend, mais ça dépend de la charge virale, oui. Oui, et dans notre clinique, c'est un traitement que nous faisons. Toujours, le laboratoire doit être prêt pour ce type d'infection et de traitement, mais pour exemple, notre clinique est un laboratoire qui peut faire ce type de traitement. Le problème en France, c'est que tous les hôpitaux ne doivent pas avoir le matériel et l'équipement nécessaire pour pouvoir faire cette technique. Mais en ce qui nous concerne, d'ailleurs à Alicante également et à Madrid aussi, il n'y a pas de souci.
Est-ce que vous faites un test ERA à la receveuse pour savoir le meilleur jour d'implantation? Donc, nous, ce n'est pas le test ERA, mais c'est presque pareil. Oui, nous faisons les tests ERMAP, c'est le même. C'est notre laboratoire IRLS qui fait ces tests. Et nous recommandons ces tests quand la femme a déjà fait quel traitement, ou aussi si nous voulons être sûrs que le moment pour la première transfert de l'embryon, c'est le jour parfait et l'idéal. Et nous recommandons, c'est un test que ce n'est pas obligatoire, spécialement quand la femme si la femme n'a pas fait déjà traitement, mais si c'est la première transfert ou la deuxième. Mais à partir de transfert sans grossesse, de bons embryons, nous recommandons faire le test ERMAP pour voir la fenêtre d'implantation. Et aussi, nous pouvons faire ce test avant la première transfert pour être sûr. Le risque d'avoir la fenêtre d'implantation altérée est peut-être 20% plus ou moins. 20%. Et j'en profite parce que je vois la dernière question qui a été posée qui demande si on fait le Matrice Lab. Donc ça, c'est pareil, c'est le nom d'un test, un autre test par rapport à ce qu'on fait. Ce qui est bien, c'est que nous, on a donc l'IMAP, qui est donc un petit peu l'équivalent de la Matrice Lab, et l'ERMAP, qui est l'équivalent de ERA, qui se font lors d'une seule et même biopsie, avec le même échantillon. Donc, la Matrice Lab, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est donc une analyse avec un examen immunologique. Et l'ERMAP, c'est pour la réceptivité. Donc, en un seul, c'est vrai que le fait d'avoir notre laboratoire interne au groupe nous permet de pouvoir faire en un seul test les deux examens. Elisa? Je n'ai pas compris la dernière phrase. Si on fait Matrice Lab, nous dans notre groupe, on fait donc l'IMAP, qui est l'équivalent. Oui, c'est l'équivalent, oui. Mais on le fait en même temps que l'ERMAP. Nous avons plus d'évidence avec les IMAP et avec les ERMAP qu'avec les matrices Lab, je pense. Oui. Les résultats sont... Peut-être que ce soit un laboratoire interne de la clinique, il faut savoir que ça permet de pouvoir faire un suivi de ces études et un suivi vraiment de recherche. Hein, que si oui. Et aussi, nous avons un un docteur d'immunologie qui peut nous ajuster les traitements pour chaque patient si l'IMAP est altéré. Exact. Et on va continuer sur l'immunologie. Recommandez-vous de faire un test KIR-HLAC avant de commencer un premier protocole, ou le faites-vous qu'en cas d'échec après une première tonneuse? Avec la première donation, avec le premier protocole, nous ne recommandons pas, tous nos données ont les tests KIR-HLA faits, mais nous ne recommandons pas avant le premier traitement de faire aux patients ces tests aussi, parce que c'est très rare à voir ce type d'altération. Mais si les patients ont chez chaque traitement ou d'implantation, c'est un test que nous recommandons, oui. Alors, on revient sur la question. Non, en fait, ce n'était pas sur la personne qui était ménopausée qui voulait savoir si elle pouvait utiliser ses propres ovocytes. C'était à 50 ans. Donc, non, Elisa te confirme, tu as dit déjà plusieurs fois que c'est à partir de 44, on ne recommande vraiment pas de faire un traitement avec ses propres ovocytes. À 50 ans, encore moins. Avec ses propres ovocytes, c'est pratiquement, oui, c'est impossible ou pratiquement impossible d'avoir une grossesse. Et avec une donation, les taux de succès sont plus bas aussi. À partir de 45 ans, les taux de succès peuvent être un peu plus bas, mais c'est possible.
d'accord? Nous pouvons faire un traitement de donation avec 50 ans, mais à partir de 51 ans, nous devons valorer avec les comités bioéthiques. Et dernière question, on a eu beaucoup de questions ce soir. Combien d'embryons sont transférés en général? En général, nous recommandons le transfert d'un seul embryon parce que nous transférons embryon d'un jour 5. Ce sont embryons avec beaucoup de potentiel et aussi les embryons bien de donation de cells jeunes et avec très bonne qualité. Et si nous transférons des embryons, nous n'augmentons pas le taux de grossesse, mais nous augmentons beaucoup le taux de grossesse multiple. Et la grossesse multiple, la grossesse des jumeaux, c'est une grossesse avec beaucoup de risques de complications, de prématurité, de fausses couches, d'altération de la tension ou de diabète durant la grossesse. Et nous cherchons toujours que nos patients finissent le traitement avec son fils chez eux. Et pour ça, notre succès, c'est avoir un enfant chez notre patient. Et pour ça, nous recommandons le transfert d'un seul embryon. Oui, effectivement. On fait en sorte d'avoir des embryons de bonne qualité pour pouvoir Oui. aller en toute sécurité vers un transfert d'un seul embryon et ne pas risquer ni pour le bébé ni pour la maman une grossesse multiple. Oui. Merci beaucoup Elisa, c'était intense Oui. ce soir, presque 50 questions. Je vois que le Oui. sujet Je pense que c'est très intéressant la donation et toujours il y a beaucoup de questions. Toujours. Merci à vous d'avoir été également, on a des merci de la part des participants. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Elisa. Je crois également qu'il y a de nombreuses questions parce que vous êtes toutes et tous chez vous à vous poser des milliers de questions dans votre tête sur quoi faire. Honnêtement, on est là pour y répondre. On ne peut pas tout faire dans un webinaire, non seulement parce que voilà, le temps s'est écoulé, mais également parce qu'il faut regarder au cas par cas, comme l'a dit le docteur toute la soirée. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc, je vous encourage vivement à nous envoyer voilà, vos questions un peu plus personnelles peut-être, avec des résultats. On les regardera attentivement et on vous répondra sans problème. Et puis voilà, merci beaucoup donc Elisa pour ton temps. De rien. Merci à vous, Karim. Et puis, je vous dis à très bientôt. Comme vous le savez, on donne régulièrement des webinaires sur des sujets bien différents et tous en lien avec la PMA. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de vous et une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.